me suis dit que on était à la présidence d'une structure qui est plus vieille que nous. Et ça, c'est assez fou, que ça fait 25 ans qu'il y a des jeunes comme nous qui se battent pour que la Nostaps elle en soit là. Et au final, je crois que je me suis surtout dit que je connaissais pas assez l'histoire de la Nostaps. À l'époque, les étudiants en STAPS étaient très engagés localement sur leur UFR. Donc en fait, avec quelques STAPS de Dijon, on a constitué une liste. Et c'était une liste un peu hors norme pour l'époque et pour vous, dans le sens où c'était une liste où il n'y avait que des STAPS dedans pour un CA de l'Université de Dijon. Voilà. J'étais pas plus prête que les autres, mais je me dis il faut qu'on fasse quelque chose. C'était en fin 95, j'ai été élue et ça a démarré comme ça. À un moment donné, on s'est dit il faut qu'on ait une structure nationale qui nous représente. Simplement parce qu'en 98, les STAPS se sont ouverts. Donc 500 personnes, 600 personnes la première année. Et à partir de là, entre les débats sur la loi sur le sport et le besoin d'infrastructure, le besoin de soutien pour avoir des profs, il y a eu un premier mouvement qui s'est fini dans la rue. Et comme ça bougeait partout en France, à un moment donné, s'est posé la question d'un groupement qui permettrait de coordonner un petit peu tout ça. Et autour de Céline Bernard, qui à l'époque était la première élue STAPS en conseil universitaire. À cette époque-là, j'ai rencontré un jeune qui était à l'université de Dijon, qui s'appelait Christophe Sichoki, qui faisait partie de la FAGE. Il m'a fait une proposition, en fait, qui était difficile à refuser, dans le sens où, à l'époque, la FAGE n'avait aucun représentant STAPS auprès d'eux et devait siéger à certaines commissions pour les STAPS sans connaître le sujet. J'étais chargée de mission STAPS dans le bureau de Michael Pinault. Donc c'était 96, 17 jusqu'à 18. De toute façon, elle m'avait dit si on doit y aller sans STAPS, on n'ira pas. Donc, valait mieux qu'il y ait quelqu'un. C'était le tout début, c'est-à-dire qu'une des missions que j'avais aussi, c'était de commencer à structurer un réseau. Donc, on va dire l'idée de la Nostaps, moi j'ai écrit des premiers statuts, entre guillemets, on commençait à réfléchir à comment le structurer. Il y a Céline qui est redescendue un jour à Dijon qui m'a dit faut y aller. On a eu la chance de pouvoir tomber sur les Nantais, sur les Lyonnais. On s'est dit en effet il faut qu'on arrive à faire bouger les choses. Et puis au final on a lancé la Nostaps et on a organisé ce congrès où j'ai été élu et pendant un an on a mis en place les bases pour que ça puisse se développer. J'ai essayé de contribuer autant que possible à changer aussi l'image des STAPS auprès des institutions. C'est que moi, quand je suis arrivée dans mes premières réunions, pour eux, les STAPS, c'était des sportifs dans un coin, ils n'avaient pas trop de cerveau et de toute façon, ils ne savaient pas se tenir en société. C'est qu'à l'époque, moi, quand j'étais élu universitaire, j'étais en short en claquette à l'Assemblée. Enfin, voilà. Donc les gens me regardaient en me disant putain, c'est qui ce sportif en short en claquette voilà. Et puis quand on prenait la parole, on faisait fermer les claquets et au final on obtenait de l'avancée. Donc il y avait beaucoup cet esprit de dérision, de se dire voilà, on est des sportifs, on est des ânes, on sert à rien à part faire du sport. Allons jusqu'au bout, quoi. Et donc voilà, on est parti sur un âne comme emblème de la Nostaps au départ, en disant on est un âne, mais on est têtu, puis au final on sait où on veut aller, quoi. Sur le début de mon mandat, on s'est retrouvé avec des manifs. En fait, on s'est rendu compte que ça fait 4 ans qu'on menait des manifs. C'est chouette, mais si on fait des manifs tous les jours, ça sert à rien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait entre les manifs ? Et on va dire que c'est du préventif. Et le préventif, c'est quoi? C'est des élus. Donc, on a commencé à créer des assos, à former des élus, à essayer de développer un réseau. Et donc, c'était le sujet d'apporter de la crédibilité dans ce qu'on faisait
parce qu'on fallait qu'on apporte de la légitimité et de la crédibilité auprès des institutions publiques sur lesquelles on allait négocier des choses, mais aussi auprès des étudiants, parce qu'on avait 5 assos, 6 assos, 7 assos, c'était assez dur. Alors les réseaux commençaient à se développer, on commençait à avoir les mails, Internet commençait à sortir, on avait les téléphones portables. Moi, mes moyens de communication, ils étaient très limités. Hein. Envoyer des fax à toutes les UFR, oui, je l'envoyais. J'étais pas sûre qu'il soit lu. Hein. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile, donc on passait en fait par de la téléphonie fixe dans les loges des universités. Donc en fonction de la personne qui tenait la loge, les messages passaient ou passaient pas aux autres étudiants sur place. Et ce qui marchait le mieux, c'était les fax. Parce que du coup, les fax, la personne qui était à l'accueil sortait le fax et le punaisait dans un couloir en espérant que quelqu'un le prenne et puis que ça permet de créer du contact. Il faut voir qu'on a une orga à l'époque, la Nostaps, qui est de 10-15 assos. Il arrive des mouvements en 2004 qui sont à nouveau un manque de postes. Les postes au CAPES diminuent fortement, quoi, de 50%. On l'apprend à 15 jours des écrits. C'est les premières manifestations massives qu'on arrive à mobiliser sur Paris. Donc il y a un gros mouvement qui part, avec beaucoup d'étudiants. Et en fait, la Nostaps se fait presque dépasser sur ces manifs-là en 2004, parce qu'on part du principe en disant la Nostaps, on va coordonner avec nos assos. Donc il y a des assos, il y a 10 assos, mais il y a 40 UFR. Tu dis, bon, bah, il y en a 30 où il n'y a pas d'assos, ou alors les assos, elles ne sont pas à Nostaps ou elles ne connaissent pas la Nostaps. Et donc, à l'époque, ces gens-là qui sont coordonnés en manif se disent, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des manifs, et à la fin, il faut aller discuter avec le ministère, et les seuls qui ont discuté avec le ministère, c'est la Nostaps. C'est vrai que quand t'es en manif, t'as le bruit, t'as le rassemblement, le nombre d'étudiants qui fait que t'es directement entendu. Mais par contre, après, le lendemain, quand tu vas en rendez-vous, et bah là, t'as plus tout le monde, t'as plus tous les étudiants derrière toi. Et souvent, bah, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce qu'on est légitime ou pas? Est-ce qu'on est représentatif ou pas? Est-ce que nos positions, est-ce que c'est OK ou pas? C'est là où la Nostaps s'est structurée un peu plus sur le côté, bah, on assume d'être une organisation représentative qui fait de la représentation étudiante, qui pourrait être assimilée à un syndicat. C'est la première fois avec le soutien de la FAGE justement qui avait beaucoup aidé, mais on a fait des revues de presse qu'on n'avait jamais eues. On est allé au ministère, on n'a jamais été autant au ministère, des discussions avec les cabinets des ministres. Et les gens se questionnent en disant mais qui sait pourquoi ils font ça? Cette structuration, elle peut pas se passer d'une image et c'est en 2009 qu'il y a eu une vraie avancée et qu'on a pu créer la Nostaps qu'on connaît aujourd'hui. J'ai organisé le congrès de la Nostaps, le congrès de la Nostaps de rentrée ici à l'UFR STAPS de Nantes. Et j'ai intégré le bureau national où c'était Médéric Jacquemin qui était président et que j'étais vice-présidente en charge de la communication. Et c'est l'année du premier Facebook de la Nostaps. C'est l'année où on a commencé le travail d'un nouveau site internet, qui est plus celui actuel, hein, qui a déjà révolué. Et c'est l'année aussi où on a recommencé à travailler sur un nouveau logo. Et pendant ma première année de présidente, c'est le logo qu'on a voté qui est toujours actuel. Aujourd'hui, la Nostaps est également un bureau national avec des permanents qui sont investis à 100% pour la Nostaps quotidiennement. Mais ça, ça n'a pas toujours été le cas. J'étais quand même la seule permanente. Jamais j'aurais pensé de vivre dans un appartement avec 20 autres personnes. C'est des choses que quand on raconte ça à d'autres personnes qui ne le vivent pas, ils peuvent pas se rendre compte de ce que c'est. C'était Claire Guichet, la présidente de la FAGE à ce moment-là. Et ça a été aussi, elle aussi, la première présidente de la FAGE. Et donc d'avoir un repère comme ça, d'une collègue, ça m'a pas mal aidé pour me construire aussi mon positionnement. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à être invité sur des assemblées du sport, des commissions aussi. Je pense que c'est à ce moment-là où on a commencé à être
où l'ANESTAPS a été une interlocutrice sérieuse dans le champ des formations du sport. On était quasiment les premiers à avoir 5, 10, voire 15 années de césure. Tu ne fais pas uniquement que pour ton mandat, tu ne donnes pas des orientations pour 1 an, 2 ans. Et tu imagines vraiment où est-ce que la structure peut être dans plusieurs années et tu adaptes ton organisation en conséquence. Et tu comprends les besoins qu'elle peut avoir, aussi bien structurels, de formation, de process, administrativement, économiquement. Et c'est ça, je pense, la partie professionnelle, il y a une vraie prise de conscience. Le gros sujet de notre mandat, ça a été... moi, j'avais des gros enjeux à faire du plaidoyer auprès des acteurs du monde du sport et des champs de la formation également. Parce qu'on était, je pense, pas assez connus au regard de ce que représentait l'ANESTAPS et des étudiants qui vont travailler dans ce secteur-là plus tard. Bien sûr, l'ANESTAPS on prend régulièrement la parole pour dire ce qu'on pense, et au nom de la jeunesse. Au nom du coup de la jeunesse, parce qu'on n'était plus représenter uniquement les étudiants, mais aussi les jeunes. Et puis, très rapidement, tu prends conscience que tu manques de crédibilité quand tu représentes uniquement les étudiants en STAPS, que dans ton conseil d'administration, tu ne parles que des étudiants en STAPS. Puis après, il y a eu un gros enjeu de débattre sur ce sujet avec le réseau, parce que ça ne pouvait pas être juste une décision du bureau national. Je pense que collectivement, on avait une prise de conscience et on s'est dit que l'ANESTAPS, peut-être que dans 10-20 ans, ça ne s'appellera plus l'ANESTAPS et ça aura peut-être du sens. Peut-être qu'elle représentera l'ensemble de ces jeunes, qu'elle connaîtra l'ensemble de ces problématiques et quand on aura des congrès, on aura plein de jeunes de plein d'univers différents, plein de formations différentes. Une prise de conscience qu'on était dépendant de la FAGE, de parler des DS. Et donc, je me disais comment on peut réussir à faire un peu plus de DDS. On avait une force de frappe qui était peut-être bien plus importante que les autres, parce que quand on passait le mot « allez aux élections », là, les STAPS, en général, ils jouaient le jeu. Mais parce que finalement, il y avait un corporatisme qui était très fort et qui a toujours été très fort. Ce côté corporatiste fait que pour les élections de l'UFR, il n'y avait aucun sujet, mais dans les universités, le fait que les étudiants se mobilisent parce qu'il y avait des mauvaises conditions, en général, on a commencé à gagner des élus parce qu'on avait un fort quotient électoral. C'est pas du tout humble, mais peut-être que les STAPS ont toujours été peut-être un peu plus malins que ce qu'on laissait paraître et on avait tout de suite aussi pigé le fonctionnement des élections. Et il y a des élections où le taux de participation était à plus de 50%, 60%, alors que dans les élections, c'était entre 10 et 20% les taux d'élection universitaires. Il y avait des élections à Nanterre un mercredi qui tombe, et cette date-là, elle tombe pile la veille du congrès de l'ANESTAPS qui se passait à Rouen. Donc on s'est débrouillé avec tous les copains, tous les copines qui avaient des logements dans Rouen pour accueillir, je crois, 50 ou 60 congressistes la veille du congrès. Du coup, ils étaient arrivés le mardi soir. Et le mercredi, on s'était démerdé en bus, en voiture comme on avait pu, et on était arrivé sur le carré foot de Nanterre avec 50 ou 60 STAPS. C'était extraordinaire. On arrivait à chaque porte d'entrée, c'était allez, 10 là, 10 là, 10 là, 10 là. Et tu aurais dû voir la gueule de l'UNEF à l'époque quand ils ont vu arriver 60 pélos en jogging. Ils se sont dit on est foutus. Moi, j'ai rentré dans le réseau en 2013 et du coup, on n'était pas premier regard. Et tu partais en élection, je peux te dire que c'était la guerre. C'était la guerre de fou, quoi. Genre, t'étais minoritaire partout. C'était historique, il y avait toujours eu l'UNEF. Quand on parlait des syndicats étudiants ou d'organisations de jeunesse, c'était l'UNEF. Et en fait, les gens, ils votaient par réflexe. Et toi, il fallait que tu arrives avec un projet, en plus, tu étais convaincu. Et tu te battais pour un projet, tu vois. Et ça te foutait la hargne dès le matin de te dire « mon projet, il est mieux que le tien ». L'ANESTAPS, quand elle se déplaçait en élection, elle défendait à la fois la représentation étudiante, mais surtout aussi le projet qu'elle portait et l'ensemble des projets. Et en fait, ça a toujours été le cœur de l'ANESTAPS. C'était ces projets portés par les assos sur les territoires. Alors sur un temps fort, effectivement, c'était le lancement d'Active ton bien-être. Quand j'ai repris la présidence de l'ANESTAPS, le projet était clé en main. Il avait déjà été initié par Nico Duval sur Nancy. Et donc du coup, l'objectif de ces 2 années de mandat, c'était de le déployer sur toutes les villes qui le souhaitaient. Donc c'était un premier projet de prévention qui allie le sport santé, comme on pourrait l'appeler maintenant, hein, et un premier projet aussi tout clé en main qu'on proposait, qu'on offrait aux assos.
avec un chargé de mission aussi, à la tête d'Active Ton Bien-être, qui permettait de faire le lien avec les assos, les aider dans l'organisation. Donc ça, c'était aussi nouveau. Ouais, le projet IA, ça, c'est vrai qu'il y a eu une grosse avancée sur l'innovation sociale pendant ces mandats-là. Bah déjà, si on ne pouvait pas faire avancer les choses en politique, on pouvait au moins les faire avancer sur l'innovation sociale et sur du projet. Donc ouais, on a fait exploser la GNSH. La dernière édition, je crois qu'il y a 30 villes qui le font. Il y en a 15 qui sont sur des places publiques. Bienvenue pour cette 11e édition de la Journée nationale du sport et du handicap. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette 11e édition. Alors la GNSH, Journée nationale du sport et du handicap. Et ouais, c'est une prise de conscience aussi parce que les GNSH sont sortis des amphis ou des gymnases des STAPS pour aller sur des places publiques, pour aller à l'encontre du grand public, pour les sensibiliser sur ce que c'est notre filière, sur aussi plus globalement utiliser le sport comme moyen de faire changer les regards sur le handicap. C'est à travers la GNSH que l'ANO STAPS on a compris que l'innovation sociale c'était la porte d'entrée pour aller chercher plus loin sur du plaidoyer politique, aller proposer des choses. On ne construisait plus les projets d'innovation sociale de la même manière, on les construisait en se disant bah, à quelle stratégie globale ces projets-là vont s'intégrer et qu'est-ce qu'ils vont permettre à l'ANO STAPS. On avait conscience aussi qu'il fallait qu'on innove en termes d'innovation sociale, ça tombe bien, dans les projets. C'est pour ça qu'est né le projet Ductour. On avait conscience qu'il y avait des gros manquements dans le système éducatif, qu'il y avait plein de sujets qui, dans la construction d'un jeune, étaient méga importants. Qu'est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce que c'est la religion? Qu'est-ce que c'est une discrimination? Qu'est-ce que c'est la sexualité? Qu'est-ce que c'est l'environnement? Parce que tout le monde en parlait, de transition écologique. À l'époque, on parlait même de développement durable. Et donc ouais, est né ce projet d'Eductour d'aller échanger par différentes méthodes pédagogiques avec les étudiants en STAPS sur ces différents sujets. Au final, on s'était quand même aperçu qu'il y avait eu énormément d'associations qui avaient choisi à l'époque la transition écologique, le développement durable. Je pense que ça a été aussi les prémices de ce que vous avez créé après sur les friperies. Les friperies, elles ont été pensées au moment où l'isolement social était plus qu'important, où il y avait vraiment une précarité étudiante énorme et que l'accès à la pratique sportive était au plus bas. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? Un coronavirus proche du SRAS. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Nous sommes en guerre. On avait réuni quand même 350 étudiants à Limoges, masqués, etc. Mais en fait, on ne savait pas à quoi s'attendre à ce moment-là. Et du coup, 2 jours après, on apprend le confinement. Il a fallu se réadapter, se réorganiser. Bizarrement, en tout cas pour l'ANO STAPS, ce confinement a été, tu vois, très négatif pour l'ensemble des étudiants forcément, mais a aussi une part de positif. De par le travail qu'il y avait dans le réseau de l'ANO STAPS, ça a permis en fait à tous les étudiants engagés en tout cas à l'ANO STAPS de quand même un peu garder la tête en dehors de l'eau et de faire des choses en contrepartie. Au sein des bureaux et de la maison de la FAGE, en fait il s'avère que justement les STAPS, on était confinés, encore plus, on était confinés dans notre chambre, dans la maison. Parce que du coup on avait le Covid et en fait à un moment donné on a pété un câble et on a bûché. En fait il y avait une grande baie vitrée dans la chambre où on était et en fait on a commencé à noter toutes les idées qu'on avait et c'est là-dessus en fait où je pense ces gribouillis en fait on voulait tellement pas les perdre et c'était tellement un peu symbolique qu'en fait on les avait jamais effacés et où en fait à un moment donné t'avais tous les bureaux nationaux de la FAGE qui nous diraient effacez votre merde et tout ça, mais on a dit mais effacez votre merde vous êtes des ouf. Pour nous c'était le projet du siècle, enfin le projet du siècle tu vois, en mode c'était un truc qu'il fallait surtout pas qu'on perde et tout ça et du coup c'est comme ça qu'est né les friperies. Les friperies, ça a vraiment évolué en fonction des besoins des étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, on parle même plus de projet, on parle vraiment d'un vrai service. C'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 13 associations qui ont mis en place des friperies. Ça montre bien que, en effet, on doit évoluer parce que on doit revoir notre mode de consommation, qui a aujourd'hui un impact environnemental plus qu'important, mais surtout aussi donner accès à la pratique sportive aux étudiants et créer du lien social par le biais de l'activité physique et sportive. Quand tu vois là maintenant que tu vois qu'il y a de plus en plus de partenaires qui rejoignent le projet des friperies, quand tu vois qu'il y a de plus en plus d'associations qui le mettent en place, quand tu vois qu'on en parle de plus en plus, oui c'est juste une putain de fierté et voilà, et tu te dis qu'en fait l'ANO STAPS en plus après a su faire le travail nécessaire pour continuer à porter ce projet et à le faire évoluer, à le faire grandir pour qu'actuellement en fait il répond toujours aux besoins des étudiants.
Et c'est un service qui parle du coup d'environnement, mais c'est pas la seule chose qu'on a fait à la Nostaps pour parler d'environnement. Et du coup, il y a plutôt un projet qui s'appelle la Semaine nationale du sport et de l'environnement qui a été mis en place à une période aussi où on s'est rendu compte que parmi les besoins et les envies étudiantes d'engagement, c'était l'environnement. Sur la SNSE, le sujet, c'était pas tant de voir quel projet on pouvait mettre en place sur l'environnement, c'était de voir comment un projet pouvait nous permettre d'aller plus loin sur nos stratégies de plaidoyer. Et en fait, la SNSE a été aussi on va pas dire le début, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait avant pour rencontrer les acteurs du sport et de l'environnement, avant de mettre en place la SNSE justement, mais à accélérer un peu notre travail et notre légitimité sur le sujet. Et ensuite, on a eu un gros travail sur les 2 mandats de sensibilisation du réseau, de formation du réseau sur ces enjeux-là. Du coup, plein d'assos se sont mis à mettre en place des projets, on va dire, liés à l'environnement autres que la SNSE. Et en plus de ça, il y a eu un travail vraiment de fond qui a été fait, plus d'ordre académique avec la C3D, sur l'intégration des enjeux environnementaux dans la formation STAPS, en se disant on ne se contente pas juste de former notre réseau, on va aussi faire en sorte que les étudiants en STAPS, et donc les futurs professionnels du champ du sport, soient formés à ces enjeux-là pour à terme avoir un sport plus durable. Staps oublié. C'est vrai que c'est un gros truc en fait, où en fait quand on était dedans on s'en rendait pas forcément compte. Et en fait on a commencé à dire mais attends c'est quoi les chiffres de la filière? Et en fait je pense que ça part de là en fait, quand on a vu qu'en fait on a refait un rétro-planning en tout cas en fait des chiffres du coup on avait pu avoir grâce à la C3D où en fait on s'était dit bah en gros depuis 10 ans le nombre d'effectifs a doublé mais le nombre de profs n'a même pas augmenté de 10%. Donc ce qui n'était rien, en fait on a eu un décalage énorme, et en fait on s'est dit mais tout ça, il faut qu'on l'appuie, il faut qu'on arrive à le mettre en avant, et qu'en fait comment les politiques ne pourront pas comprendre, avec ces chiffres précis qu'on a là, comment en fait on peut pas être écouté, tu vois. C'est bien beau de se dire qu'il y a un problème, mais si t'es le seul à le connaître, le problème, bah ça marche pas. Du coup on a eu cette période où justement on a rabâché le message auprès des étudiants pour leur faire comprendre en fait tout simplement que c'était pas normal ce qu'ils vivaient, et que la problématique étudiante était extrêmement forte, mais qu'elle était encore plus forte en STAPS, parce qu'en plus de tout ce que vivaient les étudiants normalement, en plus de ça, on avait des manques de financement criants, tu vois, dans la filière. Le Covid nous a sans cesse repoussé, tu vois, le point Z qu'on voulait porter à la fin et les demandes qu'on voulait porter. Et ben en fait, le Covid nous a ralenti dans tout ça, et du coup, ce qui nous a permis de encore plus sensibiliser les étudiants, encore plus d'affiner la stratégie, encore plus d'aller contacter l'ensemble des acteurs pour qu'ils nous suivent, d'encore plus sensibiliser les enseignants. Et en fait, je pense qu'à la fin, si tout ça a été possible, c'est qu'en fait l'ensemble de l'écosystème avait connaissance du problématique de STAPS, que l'ensemble de l'écosystème STAPS commençait à pousser dans notre sens parce qu'on les avait eux aussi sensibilisés, et qu'en plus de ça, l'ensemble des étudiants étaient sensibilisés et se disaient bon en fait oui maintenant on ne peut plus accepter ça, et du coup bah, on va suivre ce mouvement-là et on va s'intégrer dans ce mouvement-là. On est en 2024 là? Eh bien ça n'a pas beaucoup changé depuis 2017. Hein. Arrivé à la rentrée après le Covid, en fait, rien n'allait dans les filières STAPS. Il y avait un manque d'encadrement vraiment important. Du coup, à la rentrée 2021, les étudiants en STAPS ils se sont retrouvés dans la rue pour se mobiliser pour avoir des meilleures conditions d'études dans la filière STAPS. Et suite à ces mobilisations-là, en février 2022, on a reçu une enveloppe de 5,4 millions d'euros qui était à destination de surtout l'encadrement pour obtenir 80 postes d'enseignants et enseignantes. Suite à ça, l'enveloppe elle a été distribuée, les STAPS ont pu bénéficier de 1, 2 postes, 3 pour certains, mais aujourd'hui il y a encore des STAPS qui souffrent du sous-encadrement, qui souffrent du sous-financement parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure, ils n'ont pas des conditions d'études pour les étudiants, mais aussi des conditions de travail pour les enseignants à la hauteur de nos attentes. En cette rentrée universitaire, les STAPS sont en colère. Les étudiants de la filière sport ont manifesté aujourd'hui partout dans le pays. Quand la Nostaps a fait un appel national pour sortir en manif, on était tous dehors. Il y avait tout le monde, toutes les villes et puis il y avait toutes les assos. En mars 2022, on nous a parlé d'une victoire, de l'argent débloqué pour la filière STAPS, mais c'est toujours la galère. Est-ce que la victoire elle est vraiment là? Boursier ou pas, les années se ressemblent, mes parents n'ont pas les moyens de m'aider, donc je me retrouve à travailler 25 heures par semaine. Passer en L3 l'année prochaine, je sais juste que ça va me faire dépenser encore plus d'argent pour mes études. STAPS oublié, c'était aussi se battre pour des infrastructures sportives, parce qu'aujourd'hui, les étudiants et étudiantes en STAPS, mais aussi l'ensemble des étudiants, ils peuvent pas pratiquer
d'activité physique et sportive. Et ce qui a permis de relever aussi cette non-pratique, c'est l'enquête que l'ANOSTAPS a pu faire avec l'ONAPS en 2022. Et l'enquête déclenche quelque chose d'hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est un sujet que Loïc avait commencé à porter, la pratique sportive des étudiants et le manque de pratique justement. On n'avait rien pour appuyer ça. Et c'est la première fois que justement l'ANE a l'initiative de la production de données pour justifier un plaidoyer. Mais l'enquête, elle a quand même fait un électrochoc parce que les chiffres sont parlants. La restitution à l'INSEP, donc septembre, c'était le 15 septembre, j'ai la date, j'ai un calendrier en tête, c'était le 15 septembre à l'INSEP, avec la ministre qui vient saluer l'enquête, avec la conférence de presse qu'on fait, le CNUS, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Sports, tous les acteurs en fait liés à la pratique sportive des étudiants qui viennent intervenir, ça lance vraiment une dynamique. Et suite à ça, il y a un premier groupe de travail Sport à l'UNIF qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur avec tout le monde, notamment le groupe de travail développement des pratiques dans lequel on est intégré et qui nous permet de rédiger la feuille de route sur le développement de la pratique sportive à l'UNIF avec tous les axes qu'il y a dedans et du coup qui est co-signé par les deux ministres, par France Université et toutes les conférences d'établissement en avril 2023. Et en fait ça c'est une stratégie de plaidoyer qui a été très très rapide, qui n'aurait pas été aussi rapide sans les jeux, c'est évident, mais l'ANOSTAPS a vraiment mis un sujet sur la table en faisant ça. Et après, on a créé la dynamique. Et c'est peut-être un changement de paradigme par rapport à ce qui se faisait avant, où en fait c'est plutôt l'actualité qui nous était imposée et on devait savoir réagir. Et ben, y a pas le sujet d'actu s'est pas posé, on l'a imposé justement à l'agenda, on l'a mis sur l'agenda. Et ça a été marquant dans les deux mandats et c'est un travail qui s'est poursuivi, qu'on a beaucoup travaillé avec Leïla sur le premier mandat, qui s'est poursuivi avec Thomas sur le deuxième et qui se poursuit encore aujourd'hui. Notre premier congrès en présentiel, c'était celui de Clermont. Et c'est vrai que ce qui est hyper impactant et ce qui, moi, en tout cas, m'a marqué, c'est de voir et d'entendre les mots de team sur le réseau et sur les discriminations et les violences associées qui peuvent exister. Et de se dire, waouh, en fait, il y a des jeunes qui pensent comme moi et on peut faire bouger les choses, quoi. Dans ma vision du réseau, j'avais de l'image qu'a le réseau, j'avais deux combats. C'était celui de rendre le réseau respectable pour lui-même, respectueux et respectable en interne en fait, et de le rendre respectable aux yeux de tous parce qu'en fait, je pense, vous avez interviewé les anciens qui ont toujours la vision de l'ANOSTAPS dans la FAGE. On a toujours été une fédération motrice et c'est toujours le cas. Et l'ANOSTAPS a toujours porté les combats de la FAGE avec brio, je pense, et a beaucoup aidé la FAGE à se développer, notamment au niveau électoral. Mais avec toujours en fait cette image qu'on se traîne de gens qui sont pas sérieux, qui sont pas forcément réfléchis, alors que nous on sait qu'en interne, on sait ce qu'on veut en termes de travail. Et donc j'avais ce combat-là de montrer en fait au réseau de la FAGE que l'ANOSTAPS, c'est pas juste des gens qui vont tracter, c'est des gens qui vont tracter, ça tout le monde le sait, et plus que n'importe quelle autre fédé d'ailleurs, mais c'est pas que les gens qui en événement FAGE font la fête, réfléchissent pas tout ça, et c'est le réseau où les gens sont à leur formation, c'est le réseau où les gens sont moteurs, ont envie de faire avancer. Et les gens l'oublient trop souvent parce que les clichés, parce que les stéréotypes en STAPS. Donc il y avait ce combat-là. Et il y avait le combat interne au réseau, de rendre ce réseau respectable pour lui-même et respectueux avec lui-même. Et là, ça a été un combat pas simple. Ça passait par tous les champs en fait, qui pouvaient exister dans tous les champs, tous les actes, tous les comportements, tous les discours qu'on pouvait entendre dans les événements de l'ANOSTAPS sur les femmes, sur des discours sexistes, sexualisants, méprisants, des blagues discriminantes, des chants discriminants. Je sais que Orlan, à son époque, avait réussi à dire non en fait, à tous ces chants-là qui sont discriminants, qui sont sexistes. Le réseau s'est renouvelé, on a des gens qui sont arrivés en événement en post-Covid, sans avoir forcément connaissance de ce qu'avait mis en place Orlan par rapport à ces champs-là. Et c'est des gens qui perduraient en fait au local. Et du coup, ils arrivaient en événement en se disant que si c'était OK chez eux, c'était OK en événement. Et ça a été un combat aussi de leur faire comprendre très vite qu'on avait avancé là-dessus avant le Covid et qu'on ne relâcherait pas le combat. Et ça passe par des discours assez forts et assez clairs et durs, souvent, sur le fait qu'on laisse rien passer, et ça passe aussi par de la formation et de la sensibilisation. Ça suffit pas juste de dire non, ça ne laisse pas passer, il faut que les gens comprennent pourquoi. Au début de mes deux mandats et à la fin, en fait, je me rends compte que maintenant, aujourd'hui, toutes les assos comprennent que non, ça n'a plus sa place dans le réseau, et ça c'est une victoire, on n'a plus de champ. On est dans l'ANOSTAPS, je dis pas qu'il n'y a plus de discrimination et qu'il n'y a plus de faits qui doivent être condamnés dans le réseau de l'ANOSTAPS, parce que le réseau de l'ANOSTAPS n'échappe pas à tout ce qui se passe dans la société. Mais on a quand même énormément avancé. Et
Et ce serait bien malvenu de ma part de m'attribuer les fruits de ce travail-là, parce que j'aurais jamais... À Nantes, je m'en serais pas saisi si j'avais pas eu Amel, Julie, Claire qui m'avaient mis le sujet aussi sur la table en disant que c'était important. À la NE, s'il n'y avait pas eu Alice, Benzo, s'il n'y avait pas eu Amandine sur mon premier mandat, si j'avais pas eu Romane, Maëlle, Claire, Julie encore sur le deuxième, si j'avais pas eu Lily, Lou, Marine sur le dernier mandat, et en fait toutes les personnes qui ont porté ces combats sur tous mes mandats à l'AESTAPS Nantes et à l'ANESTAPS, j'aurais pas eu autant l'envie de les porter aussi. Et donc ouais, ce combat-là pour avoir un réseau qui soit plus respectable et respectueux envers lui-même, c'est quelque chose dont je suis assez fier quand je vois le résultat de ce que ça donne aujourd'hui. L'engagement étudiant, c'est aussi ça, c'est aussi du plaisir. On peut s'engager à n'importe quel niveau et ça, il faut y penser. N'ayez pas peur d'essayer. L'engagement, il ne faut pas que ça vous fasse peur, c'est une vraie richesse. Et même s'il y a des moments où vous ne savez pas, où vous dites « je ne vais jamais y arriver », même si vous échouez, c'est pas grave parce que vous aurez appris beaucoup de choses et au moins vous aurez eu le mérite d'essayer. Souvent je chambré quand je disais à l'époque que l'ANESTAPS c'est vous, en parlant aux militants et aux bénévoles de l'ANESTAPS, mais c'est encore un truc que je crois foncièrement parce que quand on parle de l'ANESTAPS on pense souvent au bureau national, mais le bureau national n'existerait pas et n'aurait même pas lieu d'être si en fait on n'avait pas des centaines et des centaines de bénévoles, de militants qui s'engagent pour différentes raisons avec une diversité magnifique. Et je pense que c'est vraiment ça, tu vois. Toutes les personnes qui seront là pendant votre congrès, il faut qu'ils comprennent bien un seul truc, c'est qu'en fait, si eux ne le font pas, c'est pas les étudiants qui sont autour d'eux, qui n'ont pas connaissance et qui n'ont pas conscience de ce qu'est l'ANESTAPS ou ce qu'est en fait tout simplement l'engagement, qui vont le faire à leur place. J'ai dit tout à l'heure qu'on toujours constamment prendre conscience de la chance que vous allez vous engager, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez l'occasion de le faire. Et ça ne veut pas dire que les autres sont des feignants qui n'ont pas envie de le faire, ça veut dire que la plupart ne peuvent pas. C'est pas à vous que je vais apprendre la situation des étudiants actuellement. Et justement, je pense que dans le climat actuel, l'ANESTAPS et les assos étudiantes de manière globale n'ont jamais été autant menacés que le sont actuellement. Et ça va peut-être pas être un discours positif, mais j'espère au moins qu'il sera stimulant. On est dans un contexte où les étudiants n'ont jamais été autant abandonnés. Le sujet des jeunes et des étudiants est complètement laissé de côté. Ou alors quand il est traité, il est très maltraité avec beaucoup de mépris. Et les seules politiques de jeunesse qui nous sont proposées aujourd'hui, c'est de nous mettre en ordre comme si on n'était pas civilisés, comme si on n'était pas assez armés civiquement. Et c'est un discours dangereux. Soyez conscients qu'il y a un droit de s'engager, mais quand on s'engage, il y a des devoirs. Et que quelque part, il y a la responsabilité de 68 000 étudiants au STAPS à minima. Je sais pas combien il y a de jeunes dans le métier du sport. Et plus globalement des jeunes, quoi. Je pense que vraiment, il y a un sujet de ayez conscience qu'il y a des jeunes qui comptent sur vous, indirectement, ils le savent peut-être pas directement. Mais je pense que, ouais, c'est une lourde responsabilité sur les épaules. Et il faut le faire avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement, parce que c'est peut-être les meilleures périodes de ta vie. Mais quelque part, il y a des combats à mener, vraiment. Dans les événements de la FAGE, tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir ce réseau-là, celui de l'ANESTAPS. On a beaucoup de chance d'avoir le réseau de la FAGE, mais quand tu es en événement de la FAGE et que tu as... Déjà, les STAPS sont les plus nombreux. Les STAPS gagnent le défi FAGE. Et ça, c'est toujours des moments fous, parce qu'en fait, on s'y attend et on est quand même très heureux. Ouais, oui, alors, c'est très, très prétentieux, mais je m'en fous. Et de garder ce truc-là, cette force en fait, sportive et cette force qu'on a dès qu'on entre pour la première fois dans une asso. Aujourd'hui, l'ANESTAPS, c'est quand même fou de se dire que c'est plus de 60 assos sur les territoires. C'est plus de 65 000 étudiants en STAPS représentés, plus de 200 000 dans le champ du sport. Et je pense qu'on a une chance en fait, de pouvoir s'engager pour l'ensemble des jeunes. C'est une force qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on arrive à allier tous nos profils qui sont différents. Ceux qui viennent dans les assos pour représenter les jeunes et défendre leurs droits, ceux qui viennent dans les assos pour faire de l'événementiel, ceux qui viennent pour faire des soirées, qui viennent pour faire des tournois sportifs. Mais il y a aussi ceux qui viennent pour faire des projets d'innovation sociale, de l'orientation. Bref, il y a plein de choses et toutes ces différences font qu'aujourd'hui, on représente tout ce que veulent les jeunes. Et ça, je pense que c'est notre plus grosse force. Et aujourd'hui, oui, l'ANESTAPS, c'est une grande famille, c'est une partie de notre vie, une toute petite au final, et pourtant, elle nous marquera à jamais.
Vendredi matin, 8h, tu mets tes baskets, les lacets impossibles, tu vois encore trouble. Sur les Staps hier, c'était encore la fête, encore une soirée où tu as vu en double. Mais la fête est finie, reprenons notre sérieux, les partiels arrivent, on veut tous être heureux. Tu enclenches la machine, fais quelques foulées, t'as pas fait le tour, tu veux t'arrêter. Mais pas question d'abandonner, regarde tes amis, on est tous pareils, c'est ça la Staps Family, yeah, courir, sauter, nos vies ont changé, aimer, bouger, rien ne va nous arrêter. Allez, venez, gardons cet esprit, allez, entrer dans la Staps Family, courir, sauter, nos vies ont changé, aimer, bouger, rien ne va nous arrêter. Allez, venez, gardons cet esprit, allez, entrer dans la Staps Family.